gratte-ciel sont à la hauteur des ambitions démesurées du Qatar. Mais ceux qui ont construit les tours de Doha n'auront jamais les moyens d'y habiter. Eux vivent loin du centre-ville, au bout de ces autoroutes. Pour nous y rendre, un travailleur kényan nous guide. Il accepte de témoigner à condition d'être anonyme. Nous l'appelons Ibrahim. Il dit avoir payé 1 500 € à une agence de recrutement kenyane pour son visa et son billet d'avion. Ce n'est qu'une fois sur place, en 2020, qu'il découvre l'entreprise qatarienne qui l'a embauché. Quand je suis arrivé, le jour même, j'ai commencé à travailler. Au début, on faisait du ciment pour des immeubles, de la construction, quoi. L'été, il fait très chaud ici. La température monte parfois au-dessus de 50 degrés. Ce n'est pas facile. Quand on travaille dehors, la chaleur nous écrase. On a l'impression qu'on va mourir. Comme la majorité des travailleurs étrangers, Ibrahim est logé par son employeur à des dizaines de kilomètres de la capitale, dans ces immenses cités dortoirs, isolées de tout. Tous les soirs, les ouvriers sont ramenés des chantiers par les bus de leurs entreprises. Sans autre moyen de transport, ces hommes se retrouvent prisonniers du désert. Si tu n'as pas de voiture, quand ils nous voient marcher comme ça la nuit, la sécurité appelle la police. Ils pensent qu'on veut s'enfuir du camp. À son arrivée, Ibrahim s'était filmé avec ses collègues. Ils étaient alors pleins d'espoir. Leur nouvel employeur promettait un salaire 2 à 3 fois plus élevé que dans leur pays d'origine, logement et repas pris en charge. Mais première désillusion, leur camp ressemble à une décharge. Voilà comment on vit au Qatar, à Doha. C'est sale, ça sent mauvais. Notre vie ici est un enfer. Personne ne doit savoir que je fais ça. Au Qatar, publier des images négatives du pays est passible d'expulsion. Ces camps sont interdits d'accès aux journalistes, mais excédés par leurs conditions de vie, Ibrahim et ses compagnons de chambrée prennent le risque de nous faire entrer avec une caméra. Depuis les premiers jours, ces ouvriers ont nettoyé le bâtiment comme ils pouvaient, mais il manque encore de tout. Voilà, c'est notre logement. Regardez, venez à l'intérieur. La nuit, il y a des gens qui dorment par terre. On fait comme ça. Pourquoi ils nous laissent là? L'entreprise avait dit qu'elle nous donnerait des lits, qu'elle nous donnerait à manger. En plus de ce logement insalubre, ces travailleurs affirment ne pas avoir été payés depuis des mois. Tous les jours, ils disent qu'on va toucher notre salaire, mais ils ne donnent rien. Ça fait presque 1 an, et il n'y a pas que moi, tous mes amis aussi. On a essayé d'en parler à l'employeur, mais il a menacé d'appeler la police. Certains veulent rentrer dans leur pays, d'autres voudraient changer d'entreprise. Mais l'employeur a confisqué nos passeports. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'esclavage, c'est comme une prison. C'est une violation des droits de l'homme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de vivre comme ça. Allez, faut y aller. Comme Ibrahim, plus de 2,5 millions d'étrangers vivent et travaillent au Qatar.
Le petit émirat fait venir cette main-d'œuvre d'Asie et d'Afrique grâce à l'argent des hydrocarbures. Alors qu'ils représentent 90% de la population, ils n'ont aucun droit de vote ou de se syndiquer. Dans un centre commercial de Doha, nous accompagnons ces employés philippines. Nous filmons au téléphone pour ne pas être arrêtés par la sécurité. Rachel, en t-shirt noir, envoie chaque mois presque tout son salaire, environ 400 €, à ses 5 enfants. C'est important pour votre famille ? Oui, ils attendent mon salaire, je leur envoie. Dans les allées de marbre, deux univers se croisent. Tout en haut de l'échelle sociale, les foyers qatariens touchent en moyenne 20 000 € par mois. Pour eux, le centre commercial est un parc d'attractions où rien n'est trop cher. À l'extrême opposé, Rachel et ses amis se contentent de regarder. Vous prenez une photo de quoi? Du décor. Je prends ça en photo. Vous allez l'envoyer à qui? À mes enfants, pour leur montrer l'intérieur du centre commercial. Arrivée au Qatar en 2018, Rachel travaille pour un salon de beauté tenu par une Qatarienne. Sa patronne l'envoie faire des manucures, pédicures et massages à domicile. C'est moi qui ai fait ses faux ongles. En 3 ans, elle dit ne jamais avoir eu de vacances. D'habitude, on commence vers 9 h du matin et on travaille jusqu'à 20 h 30 le soir. Mais bon, si un client veut un rendez-vous à 22 h... Vous avez des jours de congé? Des congés? Non, non. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un jour entier de repos. La toute première fois. Théoriquement, on a le droit à un jour de pause par mois. Mais on ne nous donne que quelques heures, 2-3 heures, pas plus. Vous saviez ça avant de venir au Qatar? Oui, on savait. C'est dans le contrat qu'on a signé. Mais souvent au Qatar, ils ne respectent pas la loi sur les congés. On pensait avoir un jour de pause en venant au Qatar, et puis finalement, non. Mais aujourd'hui, on a de la chance. La patronne nous a libérés. Un seul jour de congé en 3 ans, c'est illégal. Mais Rachel et ses amis espèrent que leurs sacrifices paieront un jour. Souvent pauvres à l'arrivée, ces immigrés venus des 4 coins du monde rêvent d'ascension sociale. Leur modèle, ceux qui ont réussi à accéder à la classe moyenne. Enseignants, infirmiers ou comptables, ils travaillent dans les hôtels, les restaurants, tiennent des commerces et des petites entreprises. Sans eux, le pays ne pourrait pas fonctionner. Au premier étage de cet immeuble, cette entreprise de filtre à eau est tenue par une Indienne. Farzana Sher, 47 ans, est fière de montrer sa réussite. Bonjour, bonjour, comment ça va? Nous vendons des fontaines à eau comme celle-ci. Le filtre élimine le sel et le chlore de l'eau, car ici à Doha, l'eau est salée. Vous pouvez vous servir de l'eau froide avec ce robinet. Et pour le thé et le café, vous obtenez de l'eau chaude ici. Le mois dernier, vous avez bien travaillé. Je suis contente, c'est très bien. Continuez comme ça. Farzana a commencé il y a 22 ans comme simple vendeuse. Aujourd'hui, elle dirige 14 personnes. Tous viennent du sous-continent indien et touchent 10 fois plus que dans leur pays. Mais ils doivent le mériter. Rajens, quel est ton objectif ce mois-ci? 15 000, ce n'est pas assez pour toi. Adnan non plus, 15 000, ce n'est pas assez. Asef, ok, tu viens de rentrer de vacances.
J'adore ça, c'est mon gagne-pain. C'est tout pour moi. Ma maison, mon bureau, tout est à Doha. C'est pour ça que vous êtes venu au Qatar? Bien sûr. Et Dieu soit loué, le Qatar m'a tout donné. Allez, vous pouvez retourner travailler. Merci beaucoup. Les gens à l'étranger meurent d'envie de venir ici. Ils ont l'impression que des lingots d'or poussent sur les arbres, qu'ils vont venir et que ça sera facile. Mais ce n'est pas si simple. La réussite, c'est de la sueur et des larmes. Réussir à Doha a un prix. La loi oblige Farzana à être parrainée par un Qatarien. Ce système, qui maintient les étrangers sous tutelle, s'appelle la kafala. Si vous n'êtes pas qatarien, comme moi qui viens d'Inde, et que vous voulez monter une entreprise, il faut avoir un associé local. Cet associé prend 51% des parts et c'est lui qui possède la société. On doit accepter ces conditions. Vous savez, il faut savoir faire des concessions et se plier en quatre pour avancer en affaires. Il faut se montrer flexible. Je ne peux pas être trop exigeante parce qu'en fin de compte, c'est leur pays. Farzana dit bien s'entendre avec son associé local. Une chance pour elle, car en cas de conflit, la voix des résidents étrangers ne pèse pas lourd face à celle des Qatariens. Dans une galerie marchande, nous retrouvons Ibrahim. Après presque un an sans salaire, ses patrons qui l'exploitent l'ont transféré ici. On nous a fait venir dans ce centre commercial pour travailler. Jusqu'à 13 heures par jour. Sa nouvelle tâche, remplir les sacs de commission et désinfecter les caddies de ce supermarché, une franchise de la marque française Carrefour pour les pays du Golfe. Son entreprise de sous-traitance qatarienne lui présente ce poste comme une promotion, car elle lui assure qu'il touchera des pourboires des clients, en plus d'un salaire mensuel de 400 €. Le gérant nous avait dit « Vous aurez les pourboires, c'est bien pour vous ». Les 3 premiers mois, on n'a pas touché de salaire. Au bout de 3 mois, on s'est mis en grève. Là, le gérant a dit « Le prochain qui se met en grève sera expulsé du pays ». C'était pour nous faire peur. Le chantage fonctionne et les grévistes reprennent le travail. 4 mois plus tard, comme ils ne sont toujours pas payés, Ibrahim et ses collègues protestent à nouveau. Au Qatar, les syndicats sont interdits. Et au nom de la sécurité, le régime réprime sévèrement toutes les manifestations. Par hasard, le ministère du Travail se trouve juste en face du supermarché. On a décidé d'aller au tribunal du ministère du Travail. Quand on est arrivé, on leur a expliqué notre situation. Et ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de nous. Mais qu'ils ne voulaient plus nous voir faire grève. Que si on continuait, ils allaient appeler la police. Quelques minutes après ça, la police est arrivée. On a été arrêtés, conduits au poste, et puis certains ont été relâchés. Moi, j'ai été relâché, mais mes amis ont été expulsés. Nous avons demandé à visiter ces tribunaux dont parle Ibrahim. Le Qatar les a ouverts en 2018 pour répondre aux critiques internationales sur le traitement des ouvriers à l'approche de la Coupe du Monde. Nous entrons, accompagnés par ces fonctionnaires du ministère de l'Information, ici en blanc. Ne me filmez pas. Face aux journalistes, cet employé fait visiter la salle d'audience flambant neuve. Voici où s'assied le juge, les membres de la cour et les greffiers. C'est ici que la justice qatarienne est censée appliquer les nouvelles lois sur le salaire minimum ou le temps de travail.
Nous recevons énormément de cas. Aujourd'hui, la séance va commencer à 14 h. Nous avons 25 affaires à traiter. Beaucoup de dossiers concernent des salariés d'entreprises de construction. On en voit beaucoup, beaucoup. Nous allons augmenter le nombre de tribunaux. Il y en aura bientôt 5, donc 5 juges, et on pourra traiter plus d'affaires. Pour le moment, la grande majorité des dossiers sont en attente, faute de personnel. En décembre dernier, le ministère a même reconnu avoir reçu plus de 2000 plaintes, mais n'en avoir traité que 69. Les salariés toucheront leur argent, que ce soit l'entreprise, la police, le pays ou le fonds de solidarité qui paye. Ils l'obtiendront et l'entreprise sera condamnée. Il y a des sanctions? Oui, oui. Lesquelles? Il y en a beaucoup et nous n'avons plus le temps. Le juge va arriver, donc si vous voulez filmer le tribunal, profitez-en. C'est fini. Les efforts de transparence s'arrêtent à cette salle vide. Impossible de filmer la salle d'attente ou d'interroger des plaignants. Arrêtez de filmer, il faut quitter cette zone. On doit partir? Oui, vous devez tous partir. On peut filmer le juge? Non, pas possible. En théorie, ces tribunaux permettent de condamner des entreprises comme celle d'Ibrahim. Dans les faits, les ONG internationales affirment que les nouvelles lois sont peu appliquées et dénoncent une culture de l'impunité. Notre situation est bloquée. Les tribunaux nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. On parle à votre patron. » Jusqu'à ce qu'on perde espoir. C'est ça qu'ils veulent. On a vraiment besoin d'aide. Pourquoi ils ne nous aident pas? Au bout d'un an d'attente, Ibrahim a pu enfin récupérer son passeport et résilier son contrat de travail. Mais il affirme n'avoir jamais touché ses arriérés de salaire. Dans une lointaine banlieue de Doha, nous retrouvons les employées philippines qui profitent de leur premier jour de congé depuis 3 ans. Elles se rendent dans une des 8 églises de Doha. Ici, pas de clocher ou de croix à l'extérieur. Pour accueillir une main-d'œuvre du monde entier, le Qatar a dû faire des concessions sur la pratique de religions autres que l'islam. Depuis 2008, ce pays musulman ultra-conservateur autorise le culte chrétien, à condition que la messe se déroule à l'abri des regards. Ceci est un cadeau du Qatar à l'Église catholique pour que les chrétiens puissent se recueillir. Le pays reste musulman. Nous ne sommes qu'une minorité. Alors, en signe de respect, nous n'érigeons pas de croix à l'extérieur. Et ce que nous célébrons normalement le dimanche, ici on le fait le vendredi, car c'est le seul moment où les gens sont libres. Malgré les difficultés, à 49 ans, Rachel espère rester au Qatar jusqu'à ce que ses 5 enfants terminent leurs études à l'université. Si je suis venue au Qatar, c'est vraiment pour mes enfants. Parce que l'argent gagné ici a beaucoup de valeur dans mon pays. Je prie Dieu pour qu'ils soient en bonne santé et pour qu'ils finissent leurs études. Qu'ils finissent. Je leur dis toujours qu'il faut se battre et se battre encore. Et si Dieu le veut, on atteindra notre but. Les petites mains du Qatar savent qu'elles ne maîtrisent pas leur destin. La durée de leur séjour est soumise au bon vouloir des autorités. Même la chef d'entreprise, Farzana, peut être renvoyée dans son pays du jour au lendemain.
Au bout de 20 ans, son installation reste précaire. Elle cuisine encore sur un réchaud d'appoint, car elle a préféré investir ses économies dans son pays d'origine. J'ai investi dans une maison et un petit bureau en Inde pour avoir un endroit où aller si jamais, Dieu m'en préserve, je dois partir. Dès qu'on s'installe ici, la première chose qu'on fait, c'est construire un pied-à-terre chez nous pour pouvoir se retourner. Mais sauf cas exceptionnel, il est impossible d'obtenir la nationalité. Même pour Jassem, né à Doha il y a 16 ans. Tu as fini tes devoirs? J'ai presque fini, mais j'ai trouvé ça dur. Jassem, tu te sens plutôt indien ou qatarien? Quel est ton pays? Ben évidemment indien, mais c'est normal, tout va bien. Il n'aime pas du tout l'Inde. Comme il est né et qu'il a grandi ici, il est habitué, vous comprenez? Il est heureux chez lui. Sérieusement, même quand on voyage, il veut toujours rentrer à la maison. Ben oui, c'est un peu devenu chez moi puisque j'habite ici depuis que je suis né. Et puis tout se passe bien ici. Tu voudrais rester? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ce pays. Dans 10 ans, j'aimerais encore habiter ici, au même endroit, avoir peut-être un plus grand bureau, plus d'employés. Je voudrais faire grossir mon entreprise. Et après, j'aimerais rester à Doha pour ma retraite. Et vous pensez que ça sera facile? Je pense que passé 60 ans, c'est très difficile d'avoir un visa, donc je ne sais pas. Au Qatar, le droit de résidence est lié au permis de travail. Retraités et chômeurs doivent quitter le pays. Sur la corniche de Doha, l'avenir d'Ibrahim s'assombrit. Le jeune homme n'a pas retrouvé d'emploi depuis qu'il a quitté l'entreprise qui ne le payait pas. Il sera donc bientôt expulsable. Je ne suis plus salarié d'une entreprise. Je n'ai plus de logement. Je vis chez des amis. Parfois, ils me disent « On va travailler sur un chantier, viens ». Et on y va ensemble. Sinon, je prends le métro et je cherche du travail. Je cherche une issue à tout ça. Ce pays me faisait rêver. J'avais une vision, un but. Je pensais qu'en venant ici, j'allais pouvoir aider mes proches. Mes parents, ma mère, parce qu'elle a vraiment besoin de moi. Mais je n'ai rien obtenu. Ces gratte-ciel, c'est très beau. Mais moi, je ne vois rien de joli. Quand je regarde ces grands immeubles, je pense à la souffrance de ceux qui les ont construits. Le temps de la Coupe du Monde de football, Ibrahim espère trouver un petit boulot. Mais il craint de devoir rentrer au Kenya une fois le tournoi terminé. Encore plus pauvre qu'à son arrivée au Qatar.